Bien, cher public, bonjour. Bienvenue à cette conférence, une conférence du Festival de géopolitique de Grenoble qui est organisée par GEM, l'école de management de Grenoble, ainsi que le partenaire institutionnel et scientifique du festival qui est l'APAG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, une association donc, qui est plus particulièrement en charge de l'accompagnement des collègues dans le secondaire, dans la réflexion sur les pratiques enseignantes, sur les programmes, également un partenaire au ministère pour quelque peu défendre la cause et les intérêts de nos disciplines histoire-géographie et aujourd'hui géopolitique. Alors la conférence à laquelle j'ai le plaisir de participer et que j'animerai pendant 1 heure a permis d'associer 2 collègues chercheurs spécialistes des voisinages, notamment des voisinages vers l'Est de l'Union européenne. Et ces 2 collègues, donc, le premier d'entre eux est Thomas Merle, que vous avez ici sur ma gauche. Donc, Thomas Merle est professeur agrégé en histoire et en géographie. Il est également chercheur à l'université Reims, Champagne-Ardenne, auprès du laboratoire Habité. Il est auteur de plusieurs ouvrages, des manuels, notamment en direction des concours, donc très associés au métier justement d'enseignant en histoire-géographie, sur les questions de tourisme et loisirs, pour le plus récent d'entre eux, et auquel on ajoutera tout récemment un ouvrage consacré à l'actualité, il s'intitule même « Toute l'actualité 2018-2019 » aux éditions Studirama, et qui est donc un ouvrage fort utile pour tous ceux qui sont en préparation concours au sens large, quelles que soient les filières qui ont trait quelque peu à l'actualité du monde. Alors, son intervention d'aujourd'hui est plus particulièrement liée à ses travaux de recherche, puisque son doctorat porte sur les États autoproclamés, qu'on appellerait plutôt les quasi-États d'Europe orientale. Si vous souhaitez avoir une précision sur le sens des termes, vous pourrez d'ailleurs lui poser la question. Et notamment, par exemple, la Transnistrie, parmi quelques autres, nombreux, à l'est de l'Europe. Et c'est cet ancrage à l'est qui a permis d'associer à sa présentation Laurent Chamontin, spécialiste de la zone russe post-soviétique. Alors Laurent Chamontin, vous êtes diplômé de l'École Polytechnique, vous êtes également complètement russophone, avec 3 ans d'expérience en Ukraine. Alors Dieu sait si le sujet ukrainien est au cœur des débats que l'on peut avoir aujourd'hui, compte tenu de l'actualité. Et vous avez sur le sujet publié en particulier 2 ouvrages, L'Empire sans limite, pouvoir et société dans le monde russe, aux éditions de l'Aube, en 2014. Et un second ouvrage, encore plus aux prises avec la crise ukrainienne, comme on dit simplement, Ukraine et Russie, pour comprendre retour de Mariupol, donc avec des expériences de terrain datées de 2017. Donc voilà 2 spécialistes de la zone qui nous concernent, puisque je vous rappelle que les questionnements de cette conférence portent sur ces termes clés que sont voisinage, maison commune, intégration, avec évidemment une focalisation sur l'Europe et ses voisins de l'Est. Donc je vous cède la parole pour une 40aine de minutes, ce qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur une session de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc dans la présentation, donc, je vais intervenir sur l'Europe et la Russie, à la suite de quoi Thomas Merle continuera sur l'Europe et les autres États de l'Est. Donc, pour ce qui me concerne, donc, alors, comment ça marche? Voilà, ça y est, ça marche. Donc, effectivement, pour préciser, donc, effectivement, j'ai passé 3 ans dans l'Est de l'Ukraine entre 2008 et 2011. Je suis russophone courant, ce qui, évidemment, joue un rôle assez structurant dans ce que j'ai développé après comme approche éditoriale. Et puisque, évidemment, l'Est de l'Ukraine est une zone tout à fait charnière en la matière. Donc, je vais donc vous parler de l'Europe et de la Russie, donc, en commençant, comme d'habitude en géopolitique, par une carte. Donc là, vous voyez l'Europe, la Russie. Donc la carte est un peu ancienne, avec au milieu, entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, les nouveaux entrants qui n'incluaient pas encore à l'époque la Croatie, qui est rentrée depuis. Quel est l'intérêt de cette carte? Le premier intérêt est de
se confronter à la difficulté habituelle qu'on a avec la Russie, qui est qu'il est difficile de faire rentrer la Russie sur une carte. Comme vous le voyez, on est obligé d'utiliser des projections très compliquées qui contribuent à ne pas, qui n'aident pas à apprécier les distances. Et l'autre intérêt de cette carte, c'est de montrer que, bon, pour l'Europe, un point sur lequel je reviendrai dans ma conclusion, la Russie est un voisin incontournable. Pour la Russie, la question est totalement différente, puisque si on regarde toutes les façades de la Russie, il y a forcément une relation Russie-Chine, Russie-Asie centrale, Russie-Iran, Russie-Turquie, Russie-Arctique, Russie-Alaska. C'est-à-dire que la Russie est un pays de dimension et de constitution tout à fait exceptionnelle, pour laquelle l'Europe n'est qu'un voisinage parmi d'autres, en fait. Alors, l'intégration russo-européenne est une idée ancienne. Donc là, j'ai recensé un certain nombre d'idées ou de slogans. Vous avez l'Europe de l'Atlantique à l'Oural de Charles de Gaulle, l'idée étant de commencer à poser les jalons d'un système de sécurité commun avec la Russie à une époque qui est quand même assez ancienne, hein, puisque en 1950, on est au pic de la guerre froide. Point intéressant à noter par rapport à ce slogan de Charles de Gaulle qu'il a repris plusieurs fois dans les années 60, il arrête le partenariat à l'Oural, ce qui revient quelque part à couper la Russie en deux, un point qui est quelque part problématique et sur lequel nous reviendrons à la fin. La maison... Pardon. Excusez-moi. La maison commune européenne de Mikhaïl Gorbatchev, qui se lit au début comme une tentative de placer un coin entre les Européens et les Américains, et puis qui évolue de plus en plus vers une réelle volonté de partenariat qui porte en elle la dissolution de l'URSS qui adviendra finalement. Excusez-moi. En 2010, une déclaration de Vladimir Poutine qui prône une communauté économique harmonieuse de Lisbonne à Vladivostok. Donc là, on est dans la période entre la guerre de Géorgie et puis le conflit en Ukraine, qui, je dirais, est un peu une période de valse-hésitation entre la Russie et l'Occident, avec un certain nombre de tentatives de reset, comme suivant l'expression de Barack Obama, et puis également du côté de la Russie, des ballons d'essai comme celui-ci, qui n'aura pas beaucoup de suite. Le problème étant qu'il reste quand même dans cette période difficile de trouver un langage commun. Le dernier que je mentionne, donc Zbigniew Brzezinski, une communauté géopolitique émergente incluant les États-Unis, l'Europe et la Russie en 2012. Il faut savoir que Brzezinski a continué sur cette orientation jusqu'à sa disparition en 2017. Donc évidemment, Brzezinski est américain, donc sa vision inclut les États-Unis. Brzezinski est quelqu'un de très intéressant. Enfin, il est facilement tourné en croque-mitaine par les complotistes, mais c'est quelqu'un qui est effectivement très intéressant. Un universitaire de très haut niveau, russophone, ça aide aussi. Polonais ayant vécu l'époque du pacte germano-soviétique, ça contribue aussi un petit peu à former l'expérience. Et je dirais la vision de Brzezinski en général, c'est celle d'une incompatibilité fondamentale entre la modernisation de la Russie et sa mentalité impériale, un point qui reste important à prendre en compte. Donc, évidemment, toutes ces idées, toutes ces déclarations d'intention rentrent en conflit avec un certain nombre de réalités. Alors,
c'est un petit peu simplifié de présenter la rupture comme le résultant du conflit russo-ukrainien. En fait, il y a toute une dégradation qui s'opère depuis la guerre en Irak en 2003 jusqu'en 2014. Donc c'est un petit peu simplifié, mais enfin, disons que le conflit russo-ukrainien est un jalon qui est utile à mentionner pour se fixer les idées. Alors, on distingue trois types. Mon but n'est pas de rentrer dans le détail du conflit russo-ukrainien aujourd'hui, mais c'est important d'en dire deux mots quand même. Donc, trois types d'explications pour ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Crise de modernisation, émergence de l'identité ukrainienne, concurrence entre Européens et Américains. Alors, je vous dis tout de suite, on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur la troisième explication, alors que la dynamique profonde du conflit résulte d'une part de la crise de modernisation de l'espace post-soviétique. Comment sortir du marasme post-soviétique, question qui est commune à la Russie, à l'Ukraine, et qui, dans les conditions politiques de la Russie, une question qui pose un certain nombre de problèmes aux élites russes, étant entendu qu'on est dans des conditions d'inégalité interne qui sont extrêmement fortes et que les élites russes n'ont pas très envie de poser la question de la modernisation qui contribuerait à remettre en cause leur position. D'autant plus, alors évidemment, en plus vous avez le réveil, je dirais, du discours impérial russe qui rentre en conflit avec l'émergence de l'identité ukrainienne, puisque avec la révolution ukrainienne, ce sont les Ukrainiens tentent de prendre l'initiative de cette modernisation de l'espace post-soviétique, ce qui évidemment, vu de Moscou, ne rentre pas du tout. Ne cadre pas du tout avec la résurgence du discours impérial. Bon, et puis effectivement, on peut aussi dire des choses sur la concurrence entre les Européens et entre les Russes et les Européens et les Américains, mais encore une fois, il ne faut pas surestimer cette grille d'explication. Bon, en tout cas, en résultat de tout ceci, la Russie entame une guerre de basse intensité contre l'Ukraine qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle l'altercation qui a eu lieu en mer d'Azov en novembre, et lance son projet d'union économique eurasiatique sans l'Ukraine, ce qui fait partie des facteurs qui contribuent à déséquilibrer un peu plus le projet d'union économique eurasiatique. Bon, et donc on a une divergence importante des relations avec l'Ouest, les sanctions, etc. Des dossiers sur lesquels il est de plus en plus difficile de s'entendre, Libye, Syrie, affaire Skripal, Venezuela, etc. etc. Donc finalement, et à la suite de tout ça, ce qui est intéressant, c'est de constater que vous avez des gens qui sont des conseillers de Vladimir Poutine, donc a priori des gens qui ont une certaine position en Russie, une certaine audience, une certaine aura, qui lance là aussi des ballons d'essai sur la Russie faisant bande à part. Vous avez par exemple Sergei Glaziev, un économiste en 2017, qui parle de renforcer l'Union économique eurasiatique en renforçant l'intégration avec Chine, Inde et le reste de l'Eurasie. Et Vladislav Surkov en 2018, qui parle de ces 100 ans, 200 ans, 300 ans de solitude géopolitique. Alors c'est un discours très emphatique qui articule une période de 300 ans que la Russie a passé sous le joug mongol à partir des années 1240, suivi d'une période de l'ordre de 400 ans où la Russie a essayé de s'arrimer à l'Europe. Et là, maintenant, depuis 2014, si on suit Surkov, la Russie se retrouve retrouve sa vraie essence dans une forme de solitude géopolitique. Donc, de notre côté, si je parle d'un point de vue européen, la Russie restera notre voisine, évidemment, la géographie ne changera pas.
Et donc la question, dans ce contexte qu'on peut se poser, est celle de l'intégration russo-européenne après 2014. Et évidemment, il faut s'attendre à ce que ce soit une question difficile. Alors, je vais maintenant insister sur... je vais essayer de faire une présentation schématique et rapide sur les convergences, les divergences, et puis on essaiera enfin d'en tirer des perspectives et de conclure. Donc, la Russie est un acteur de l'histoire européenne depuis 1721. Il faut savoir que l'Empire de Russie est créé en 1721 après la bataille de Poltava. Et donc, à partir de cette époque-là, la Russie, la trace de la Russie est visible dans toute l'histoire de la diplomatie européenne, depuis la guerre de 7 ans, les guerres napoléoniennes, la guerre de Crimée, les guerres mondiales, etc., etc. C'est un acteur incontournable. Enfin, je veux dire, c'est une puissance qu'il faut prendre au sérieux, avec des atouts qui sont en général assez particuliers. Et il faut noter quand même, ça préparera un petit peu ce qu'on dira plus tard, il s'agit d'un acteur ambigu. Bon, je mets une citation de Pierre Legrand. « Nous avons besoin de l'Europe pour quelques décennies, après quoi nous devrons lui tourner le dos. » C'est-à-dire qu'on est dans une... On voit apparaître là une problématique qui est une problématique qu'on retrouve par exemple pour l'Empire chinois. Savoir occidental et essence chinoise. Là, on a un peu le même type de problématique du côté de la Russie. De fait, on aura tout au long de son histoire, la Russie montrera une résistance particulière vis-à-vis du libéralisme politique et économique qui dure jusqu'à aujourd'hui, est-il besoin de le dire, qui s'incarne très tôt. La Russie, l'émergence de l'État russe est indissociable de l'émergence du servage au XVIIe siècle. Je dois attirer votre attention sur le fait qu'en France, on a toujours une vision un petit peu simpliste du Moyen-Âge, mais en France, le servage se termine. Les dernières traces de servage sont discernables au début du XIVe siècle, dans les années 1300. Donc, on voit rien que cet épisode signifie que finalement le code génétique de l'État russe est un code très différent du code d'un État européen habituel. Alors, il existe évidemment une interdépendance entre voisins, puisque nous sommes voisins. Donc, depuis longtemps, nous avons avec la Russie des échanges culturels, techniques, etc., qui sont très riches. Par exemple, le fait que j'ai pu apprendre le russe dans les années 70 en fait partie, à mon modeste niveau. Sur le plan économique, vous avez une très longue tradition d'échange de matières premières contre technologie entre la Russie et l'Europe. Donc, au XVIIe siècle, c'est un échange de fourrures contre des armes, sachant que les armes européennes, à l'époque, sont particulièrement en avance sur le plan technique. Aujourd'hui, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a, enfin, encore restons très schématiques, encore un échange de très haut niveau entre la Russie et l'Union européenne, avec comme cœur de cette relation l'échange d'hydrocarbures contre des technologies. Et ça, c'est un point qui différencie, enfin qui crée une divergence très significative à l'intérieur de ce qu'on appelle, pour aller vite, le bloc occidental. C'est-à-dire que quand on parle de l'Europe, les interdépendances avec la Russie sont fortes. Quand on parle des États-Unis, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que si on parle pour se limiter aux échanges de biens, la Russie est pour les États-Unis un partenaire relativement mineur et vice-versa. D'accord ? Donc, effectivement, là, c'est le lien entre la Russie et l'Europe qu'on peut voir là. Un autre point, si on essaye de regarder l'avenir, on pourrait considérer qu'il peut y avoir une forme de convergence, enfin une potentielle de convergence entre Russie et Europe.
Et d'ailleurs, là, pour le coup, on retrouve des idées qui sont dans l'arrière-plan de ce que pense Brzezinski. On a quand on parle de Russie ou d'Europe, on a des puissances d'un relativement haut niveau de développement. Bon, la Russie n'est pas tout à fait au niveau de l'Union européenne, mais enfin, si on la compare à l'Inde, elle est quand même, d'un certain point de vue, elle est un petit peu au même niveau de développement que l'Europe. On parle de puissances vieillissantes, on parle de puissances qui n'ont pas un dynamisme démographique très important. Et on parle de voisins qui ont ou qui pourraient avoir des intérêts de sécurité communs. Je veux dire, d'une certaine manière, que l'Ukraine soit stabilisée, que le Moyen-Orient soit stabilisé, que l'Afrique du Nord soit stabilisée, que l'Iran soit stabilisé, ça peut être vu comme un intérêt commun de la Russie et de l'Europe, sachant que, évidemment, les conditions diplomatiques à court terme ne vont pas significativement dans ce sens-là. C'est un point sur lequel on va parler dans notre deuxième partie. Je vois qu'il faut que j'accélère. Donc, pour dire que je crois qu'il faut bien insister, c'est ce que je fais dans cette partie, que la Russie est un modèle politique extra-européen. Encore une fois, comme l'a montré notre citation de Pierre Le Grand, c'est un acteur qui est capable jusqu'à aujourd'hui de filtrer strictement les influences européennes, qui a encore une fois une difficulté particulière avec l'État libéral et ce que ça comporte de responsabilité de l'État vis-à-vis du corps social jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux dire, il ne faut pas surestimer de ce point de vue-là le caractère européen de la Russie, sachant que l'histoire de la démocratie et du libéralisme en Europe se rattache pas seulement, mais peut-être même pas tellement, à la démocratie grecque, contrairement à ce que les gens des Lumières avaient tendance à croire, mais surtout à l'émergence d'un droit de propriété. Oula, 2 minutes. Bon, je vais continuer, je vais essayer d'aller plus vite. L'État européen se rattache pour partie au développement des institutions municipales au Moyen-Âge et pour partie au développement d'un droit de propriété qui vient en substitution du servage et de toutes choses qu'on n'observe pas du tout en Russie. Alors, la Russie a une tendance, une propension particulière au messianisme qui tient à sa position géographique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un peu dans l'Europe, mais aussi un petit peu en dehors, et donc elle peut se permettre de donner des leçons à l'Europe ou de se poser en alternative de l'Europe. Je prends 2 exemples. L'idéologie de la 3e Rome au XVIe siècle. 2 Roms sont tombées. La première Rome, la Rome antique. La 2e Rome, Constantinople. Moscou est la 3e Rome, et il n'y en aura pas de 4e. Donc vous voyez, on place quand même la barre très haut en termes de supériorité morale. Et dans les années 20, bien sûr, le socialisme dans un seul pays est une autre manière de poser une alternative à l'Europe. Donc c'est un État structurellement extra-européen. Je crois que la démonstration que j'ai faite au début avec la carte parle d'elle-même. C'est un géant de 17 millions de kilomètres carrés pénétré de son exceptionnalité, ouvert sur des aires qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Et sur un plan économique, c'est un géant des hydrocarbures, donc encore une autre manière de ne pas être réductible à l'Europe. Alors, si on en vient aux perspectives, bon, je ne vais peut-être pas insister sur l'Europe en crise. Vous avez ici une liste de tous les problèmes auxquels notre continent fait face aujourd'hui. Juste pour mentionner que, bon, pour ce qui concerne les mouvements anti-système, la Russie y met un peu la main. Et sur la question de la déstabilisation de la façade Est, avec son rôle dans le conflit ukrainien et russo-ukrainien, effectivement, elle y met la main également. Je vais conclure. Donc, pour ce qui concerne la Russie,
je dirais, elle est en phase de restructuration, de restauration de sa puissance et pas vraiment dans une configuration qui la prédispose à un partage de souveraineté. Elle est aussi, c'est un point sur lequel j'insisterai, il faut insister malgré le temps limité, ce qu'on voit en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan, mais aussi en Arménie, mais aussi en Biélorussie, c'est une lente décomposition du glacis hérité de l'URSS qui fait que la notion de zone d'influence, qui est assez paresseuse de mon point de vue, n'est pas pertinente. Et la question de modernisation et la sortie du modèle rentier reste entière. Donc, bon, la Russie peut éventuellement tourner le dos à l'Europe. Elle en a relativement les moyens. Bon, il reste des interdépendances qui ne peuvent diminuer que lentement. Et le risque de devenir un satellite chinois est aussi présent. Et c'est une pure question de démographie et de taux de croissance. Quand on met la Russie à côté de la Chine, la visibilité de la Russie diminue tous les jours. Donc, avant de passer la parole à Thomas. Donc, j'insiste pour bien décaper les concepts. Le concept de Russie européenne, pour moi, est une idée qui contribue à obscurcir le débat plutôt qu'à l'éclaircir. Il vaut mieux penser la Russie dans sa spécificité. C'est un voisin incontournable pour l'Europe. Pour la Russie, l'Europe n'est qu'un voisin parmi d'autres et c'est une tendance qui devrait s'approfondir dans les décennies qui viennent. Et bon, évidemment, on ne peut pas ne pas avoir une voie commune compte tenu de cette proximité, mais évidemment, c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps compte tenu du fait que l'antagonisme déclaré depuis 2014 rend les relations relativement difficile, donc il faut arriver à maintenir le cap d'une part d'une certaine ouverture et d'autre part de canaliser un conflit qui concerne notre voisinage immédiat. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci pour votre attention, merci pour votre présence. Avant de commencer, je tenais à remercier l'école de management de Grenoble pour son invitation à intervenir sur ce thème qui m'est cher, qui est celui des États d'Europe de l'Est. Donc cette seconde partie de la conférence fait suite à la présentation que vient de vous faire Laurent Chamontin sur la Russie, puisque nous allons nous intéresser à cette Europe qui est entre l'Union européenne, qui n'en est pas encore membre, et entre la Russie, ce qu'on appelle en géographie, ce qu'on appelle en géopolitique, l'entre-deux russo-européen. Ces pays qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne et qui étaient soit dans le bloc de l'Est, soit en général directement incorporés dans l'URSS. L'idée, c'est de voir si la politique européenne de voisinage, notamment à l'Est, un instrument sur lequel je vais revenir, qui a été mis en place progressivement au début des années 2000, au fil de la marche à l'Est, entre guillemets, de l'Union européenne, si cette politique européenne de voisinage est finalement le prélude ou non à de nouvelles adhésions. Autrement dit, est-ce que la politique européenne de voisinage vise à élargir l'Union européenne, notamment à l'Est, ou est-ce qu'elle vise à proposer un partenariat privilégié qui est incompatible avec une adhésion, donc qui serait exclusif de l'adhésion. Premier élément, en guise d'introduction, quelques rappels sur l'extension de l'Union européenne. Une carte que vous connaissez tous, cette Europe qui s'est étendue, globalement, cette Union européenne, dans 3 directions, de manière chronologique. Tout d'abord, un premier cœur qui a été mis en place au niveau de l'Europe de l'Ouest, Benelux, France, Allemagne de l'Ouest, Italie, au début. Une première extension qui s'est faite en direction du sud, principalement, les États méditerranéens, la Grèce, puis l'Espagne et le Portugal, après leur démocratisation. Une deuxième marche qui a concerné notamment les États du Nord, avec la Suède, la Finlande, et finalement le plus grand élargissement de l'Union européenne, celui de 2004, où l'Union européenne passe de 15 à 25 États membres. Cet élargissement se fait en direction de l'Est, en direction d'anciens pays qui étaient soit membres du bloc de l'Est, sans être membres de l'URSS, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la République tchèque, de la Hongrie, soit pour les 3 États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui faisaient directement partie de l'URSS.
Dans le cadre de cette extension, qui était programmée à la fin des années 90 et notamment au début des années 2000, en 2001 se met en place une réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on va faire des autres États, de ces États qui sont encore en gris sur cette carte, à l'exception de la Russie, mais les autres qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, qui n'ont pas encore de date d'adhésion, mais qui sont finalement proches et qui sont entre Union européenne et Russie. Et naît cette idée d'un partenariat particulier qui va être la politique européenne de voisinage, qui se structure à partir de 2004 et qui prend sa structure actuelle sur le budget européen de 2007-2013. Et puis sur l'actuel budget européen, nous allons y revenir. Cette politique européenne de voisinage, quels sont ses liens, quel est son intérêt pour l'entre-deux russo-européen? Premier élément à avoir en tête, c'est que la politique européenne de voisinage concerne une grande partie des voisins de l'Union européenne, pas uniquement ceux d'Europe de l'Est, même si je vais me centrer sur ceux d'Europe de l'Est. Ici, vous avez une carte qui vous présente les différents cercles de coopération qui font aujourd'hui partie de la PEV, la politique européenne de voisinage. Donc, elle a été mise en place initialement sur les États que vous avez ici en rouge bordeaux, c'est-à-dire sur l'Europe de l'Est, mais elle a intégré rétroactivement d'autres zones de coopération de l'Union européenne plus anciennes. Par exemple, il y avait un partenariat avec les rives sud de la Méditerranée, que vous avez ici en orange, qui date de 1995, qui était un outil à part pour gérer les relations entre l'Union européenne et ces États-là, et qui est intégré rétroactivement à la politique européenne de voisinage, une fois qu'elle est structurée au niveau des États d'Europe de l'Est. Vous avez aussi une politique en direction des États des Balkans qui, eux, ont pour certains vocation à adhérer dans un horizon plus ou moins proche. Nous y reviendrons. La politique européenne de voisinage, elle est pilotée par un instrument qui s'appelle l'instrument européen de voisinage, qui dispose d'un budget relativement conséquent. Vous voyez sur la période actuelle, le budget européen donc de 7 ans, le budget européen 2014-2020, elle dispose d'un peu plus de 15 milliards, près de 15,5 milliards d'euros, ce qui est une somme qui est assez faible, il est vrai, au regard du budget de l'Union européenne, mais qui, quand on s'intéresse au niveau de vie moyen dans ces pays proches de l'Union européenne, a quand même un poids économique important et vise à financer un certain nombre de mesures. Vous noterez que parmi ces États, donc en rouge, vous en avez 6 qui sont les 6 sur lesquels nous allons à présent nous centrer. Les 6 qui relèvent de ce qu'on appelle le partenariat oriental, c'est-à-dire qui sont dans cet entre-deux russo-européen. Et nous avons donc 6 États qui sont de l'ex-URSS, ou en tout cas très proches du bloc de l'Est, et qui se trouvent entre l'Union européenne et la Russie. Tout d'abord, pour ceux qui sont au niveau de l'ancienne URSS, vous en avez un certain nombre, que sont la Biélorussie, que vous voyez ici sur la carte, l'Ukraine, la Moldavie, donc 3 États qui sont côté Europe, j'allais dire, côté occidental de l'ex-URSS, qui sont la frontière de cette URSS avec l'Europe. Et vous en avez 3 autres qui ont été intégrés un petit peu plus tardivement dans le partenariat oriental, qui sont les 3 États du Caucase que vous avez un petit peu plus au sud, à l'ouest certes, mais au sud-ouest, entre la mer Noire et la mer Caspienne, c'est-à-dire la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc on a ici 6 États principaux, 6 États importants, qui sont 6 des 15 anciennes républiques de l'ex-URSS, et qui ont une spécificité par rapport aux autres que vous voyez sur la carte, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Turkménistan, c'est que pour l'essentiel, elles ont un ancrage européen qui est beaucoup plus fort. Ancrage européen qui est beaucoup plus fort pour différentes raisons, par exemple des raisons culturelles, une proximité religieuse, une proximité linguistique entre, d'une part, des États européens comme la Bulgarie, comme la Grèce, et d'autres États comme l'Ukraine, des proximités en termes d'alphabet, par exemple, la religion orthodoxe, assez importante aussi, c'est le cas également en Géorgie, l'Arménie, plus vieil État chrétien du monde, donc des États qui sont très tournés vers l'Europe. L'Azerbaïdjan aussi, historiquement, a été relativement tourné vers l'Ouest. L'Azerbaïdjan, c'est l'un des pionniers de la révolution du pétrole à la fin du 19e siècle. Bakou est l'une des capitales mondiales du pétrole, destinée notamment à la consommation européenne. Et tant dans la Première Guerre mondiale que dans la Deuxième Guerre mondiale, le contrôle des champs pétroliers de l'Azerbaïdjan est l'un des buts de guerre des Alliés, d'une part les Anglais notamment, et d'autre part de l'Allemagne, notamment de l'Allemagne nazie, qui essaye de gagner très rapidement ces champs-là lors de l'opération Barbarossa.
Donc des États qui sont relativement tournés vers l'Union européenne. Pour preuve aussi, c'est qu'à l'exception de la Biélorussie, qui fait un trou ici dans la carte, tous ces États-là sont membres non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire qu'une organisation de coopération à but principalement de promotion des droits de l'homme, mais qui se revendique comme européenne, son nom l'indique, le Conseil de l'Europe, il n'inclut pas le Kazakhstan, il n'inclut pas l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. En revanche, il inclut bien l'Ukraine, la Moldavie et même les États du Caucase Sud, que sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Si la Biélorussie n'y est pas, vous en doutez bien, c'est pas son ancrage européen qui fait problème, c'est plutôt le fait que la Biélorussie est qualifiée de dernière dictature d'Europe. C'est un État très fermé. Et le Conseil de l'Europe visant à promouvoir la démocratie, il était délicat de faire adhérer cette Biélorussie, qui n'en a d'ailleurs pas vraiment l'intérêt ni le souhait. En tout cas, ce n'est pas le souhait, a priori, de son président. Voilà donc pour un panorama de ces États-là, qui sont relativement tournés vers l'Union européenne. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle on leur a proposé ce partenariat spécifique. Deuxième point de ma présentation, est-ce que cette politique européenne de voisinage que je vous ai présentée est un prélude à l'adhésion ? Autrement dit, est-ce qu'on se sert de cette politique de voisinage pour mettre à niveau, mettre aux normes européennes ces États d'Europe de l'Est ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on s'en sert justement pour les empêcher d'être candidats en leur donnant ça, le partenariat étant d'une certaine manière exclusif et incompatible avec une adhésion un petit peu sur un modèle qui semble se mettre en place pour d'autres États. Je pense notamment à la Turquie. Premier point, donc, y a-t-il une incompatibilité entre la participation à la PEV, à la politique européenne de voisinage, et le statut de candidat à l'Union européenne ? Pour cela, je vous propose une carte que j'ai réalisée pour cette présentation qui vous présente la situation actuelle de l'Europe en termes de candidature et d'éventuels partenariats. Vous avez en bleu foncé les 27 États membres à temps complet de l'Union européenne. J'ai identifié dans un bleu plus clair les Britanniques, puisque pour l'instant, au jour de cette conférence, ils sont encore dans le Royaume-Uni, mais à quelques jours près, dans l'Union européenne, à quelques jours près, ils risquent de le quitter. En tout cas, ici, vous avez l'état actuel de l'Union européenne. Vous avez quelques États qui ont quitté l'Union européenne, en réalité quelques territoires dont un seul est représenté ici, le deuxième étant le Groenland, qui avait adhéré avec le Danemark, qui a quitté l'Union européenne plus tardivement. Et puis nous avons, il ne faut pas l'oublier, l'Algérie, puisque l'Algérie, dans le traité de Rome, fait explicitement partie de la communauté économique européenne en 1957. Simplement, en 1962, elle en est exclue. Elle ne souhaite pas d'ailleurs s'y maintenir. Mais contrairement aux autres colonies françaises, l'Algérie étant départementalisée, elle faisait explicitement partie de la CEE. Elle y restait donc 5 ans. Donc là, une sortie de l'Union européenne un petit peu particulière. Quelques États que vous connaissez, l'Islande, la Norvège, la Suisse, qui sont des États qui sont dedans dehors, c'est-à-dire qui ont déposé des candidatures, qu'ils ont retirées. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais ils sont associés au titre de l'espace économique européen. Ils appliquent notamment des réglementations comme celle de Schengen, donc ils sont dans l'Union européenne sans y être formellement. Ils n'ont pas de pouvoir de décision, mais ils en appliquent la plupart des réglementations. En vert, vous avez les prochains adhérents qui sont pressentis, c'est-à-dire ceux qui ont leurs candidatures qui sont en cours, notamment le principal en termes de volume démographique, en termes d'emprise territoriale, même si c'est un petit État, c'est la Serbie. Donc ces États-là, comme la Serbie, et puis dans une moindre mesure, d'autres États qui sont candidats, mais sans que les chapitres de négociation avec l'Union européenne ne soient formellement ouverts, la Bosnie-Herzégovine par exemple, sont des États, vous voyez, dans les Balkans, qui sont candidats avec des négociations plus ou moins avancées. La Turquie a aussi des chapitres ouverts, mais pour le coup, ils sont bloqués. La candidature turque piétine depuis plusieurs décennies, et l'Union européenne a concédé en échange un partenariat notamment économique, une gestion en commun de la crise des migrants, donc une intégration, mais qui évite le problème politique d'une intégration formelle, donc être pour la Turquie un lien privilégié avec l'Union européenne sans adhésion. Et immédiatement après viennent ces États du partenariat oriental qui sont donc entre Russie et Union européenne. Il va être pour eux assez difficile d'adhérer, et c'est ce que nous allons voir à présent. Il semblerait tout d'abord que l'adhésion ne soit pas garantie à l'issue d'un partenariat avec l'Union européenne. Vous avez noté sur la carte précédente qu'un grand nombre de pays d'Afrique du Nord, tout d'abord, font partie du partenariat de la politique européenne de voisinage.
Or, ils n'ont pas vocation à adhérer à l'Union européenne, c'est très clair. En témoigne ici le cas du Maroc, qui avait déposé sa candidature à l'Union européenne en 1987, laquelle a été balayée au motif qu'il n'était pas européen. Simplement, dans les traités européens, le terme d'Europe n'était pas défini précisément, et donc le Maroc avait tenté sa chance. Premier argument qui vous montre que l'intégration dans un partenariat, dans une politique de voisinage avec l'Union européenne, n'est pas nécessairement un prélude à l'adhésion. Deuxième point à voir, c'est que tous ces États n'ont pas les mêmes perspectives d'adhésion. Nous avons donc tout un gradient de perspectives d'adhésion pour ces 6 États que nous avons vus. Ce gradient de probabilité, nous allons voir les 6 États et je vous propose de les classer de celui dont l'horizon d'adhésion est le plus incertain, le plus lointain, à celui qui est sans doute le plus proche de s'insérer dans l'Union européenne. Le premier cas, le plus lointain, c'est sans doute la Biélorussie. Vous avez remarqué sur la carte, il n'est même pas membre du Conseil de l'Europe, qui est une organisation qui vise à promouvoir la démocratie. Or, un minimum de standards démocratiques sont exigés pour l'Union européenne. Vous avez noté que dans ce Conseil de l'Europe, la Russie en est membre. La Russie n'est pas tout à fait au niveau des standards occidentaux de démocratie. Donc, si la Biélorussie n'y est pas, il y a vraiment une raison qui bloque définitivement, ou en tout cas, tant que le régime ne change pas, ces perspectives d'adhésion. État relativement éloigné aussi, c'est l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan a plusieurs inconvénients dans son dossier. Tout d'abord, il est peuplé d'un certain nombre de turcophones. Il y a déjà le problème de l'adhésion avec la Turquie, qui pose un certain nombre de difficultés en Europe. Les Azéris sont à majorité chiites. L'accès avec l'Azerbaïdjan est relativement difficile. Il conduirait à une Europe qui serait en plusieurs morceaux, ce qui existe déjà, ou ce qui a déjà existé, notamment au moment où la Grèce a adhéré, où il y avait encore le bloc de l'Est, et donc la Grèce n'était pas directement reliée au bloc occidental de l'Union européenne. Mais enfin, on pouvait y accéder assez facilement par la mer. Là, l'Azerbaïdjan, ce serait un État qui serait un petit peu isolé. Enfin, en termes de perspective stratégique, il apporterait à l'Union européenne une frontière avec des États relativement instables du Moyen-Orient, en tout cas une frontière avec l'Iran dont l'Union européenne n'est pas absolument ravie en termes de gestion. Pour la gestion de ces frontières européennes, pour Frontex, ce serait une difficulté. Sensiblement plus proche en termes d'adhésion, nous aurions l'Arménie. L'Arménie, elle a pour handicap principal d'être très proche de la Russie, d'être dans l'orbite de la Russie, mais elle a quelques atouts par rapport à son voisin. C'est que tout d'abord, c'est un État chrétien, ce qui, dans le cas d'une Europe qui a quand même un fond culturel chrétien, faciliterait son adhésion. Et elle bénéficie aussi d'un lobby assez important de sa diaspora, très implanté certes en Russie, mais également très implanté en France, au Royaume-Uni, très bien intégré dans les éléments politiques et économiques des pays, et donc qui est plutôt bien vu et qui peut aider, qui peut appuyer une éventuelle candidature de l'Arménie. La Géorgie, donc son voisin du Caucase Sud, qui avait failli ou qui était en train d'adhérer à l'OTAN en 2008 lorsque la Russie a déclaré la guerre, ou en tout cas lorsque la Russie est intervenue au mois d'août pour aider les séparatistes sud-ossètes et abkhazes, et bien désormais elle abrite malgré elle des troupes russes sur son sol, ce qui est un petit peu compliqué en termes d'adhésion évidemment à l'OTAN, mais aussi à l'Union européenne. Elle peut s'appuyer elle aussi sur son caractère chrétien, sur son statut, donc sur cette relative proximité avec l'Europe, une proximité culturelle qui est un petit peu plus forte que celle de l'Azerbaïdjan. L'Ukraine est un peu dans la même situation. Depuis 2014, elle abrite des troupes russes. C'est ce que vous a été présenté dans la première partie de l'exposé, en Ukraine de l'Est, en Crimée, et ça complique singulièrement son adhésion. Elle aussi, elle peut s'appuyer sur son caractère orthodoxe, donc elle peut bénéficier de soutien d'États comme la Grèce, comme la Bulgarie, donc d'États déjà présents dans l'Union européenne. Des 6, enfin, le plus proche d'adhérer, c'est sans doute la Moldavie, même si elle a des troupes russes, elle aussi, sur son territoire, même si c'est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, même si c'est un pays où la corruption est très très importante. En témoigne l'affaire, il y a quelques années, des 15% du PIB qui ont disparu a priori dans la poche d'un ancien président. 15% du PIB, c'est quand même assez sensible. Mais elle bénéficie déjà d'une frontière commune avec l'Union européenne. Elle bénéficie d'un traité de libre-échange qui a été négocié récemment et d'une exemption de visa qui est intervenue tout récemment, comme pour l'Ukraine. Et enfin, ethniquement, elle a la même composition où une grande partie de ses habitants sont de la même culture que les Roumains, qui sont déjà dans l'Union européenne et qui constituent donc un État qui facilite les négociations. Donc ils ont déjà un État qui facilite leur adhésion potentielle.
Voilà, quelques éléments pour conclure. Je vous présente ici des scénarios qui ont été esquissés par Pascal Orsier, qui interviendra d'ailleurs demain matin sur le programme. Vous pourrez aller à sa conférence, je vous la recommande vivement. Donc des scénarios d'évolution de l'Union européenne, un éclatement, le statu quo, le Brexit et un élargissement aux Balkans. Et puis à partir de ces scénarios 4, 5 et 6, on a cette Europe de l'Est qui est intégrée. Poursuite de l'élargissement à l'Est, une UE à 34, 35, 36 États. Vous voyez qu'il n'a pas mis la Biélorussie dans son scénario 4, qui est quand même un problème. Le scénario tout sauf la Russie, on y mettrait même la Biélorussie, mais ce serait une Union européenne tournée contre la Russie, ce qui donnerait raison d'une certaine manière aux craintes russes. Ou alors le scénario qui était évoqué tout à l'heure par Laurent Chamontin, celui de la vision de Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, voire plus, puisqu'on ne couperait sans doute pas la Russie. Dernier point pour conclure, finalement, on a une Europe à la carte qui se dessine en termes d'intégration. Les États les plus présents, qui sont membres de l'OTAN, des politiques de l'euro, de Schengen, qui constituent un cœur. Et puis, plus on va globalement vers l'Est ou vers les périphéries, moins on a des États intégrés. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un dilemme entre approfondissement et élargissement. L'Europe, elle est en panne en termes d'approfondissement. Et du coup, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'en sortir en relançant l'élargissement, puisque finalement, on a un petit peu l'impression que l'Europe fait plus rêver à l'Est, dans certains pays où les habitants ne sont pas encore membres de l'Union européenne, que dans les pays qui sont déjà membres. En Moldavie, certes, vous avez une partie de la population qui est pro-russe et qui peut être anti-européenne, mais vous avez aussi un grand nombre d'habitants qui espèrent une adhésion à l'Union européenne, qui y voient un gage de stabilité, de prospérité. Et finalement, le rêve européen, l'approfondissement européen, il passe peut-être par un nouvel élargissement, puisque les plus pro-européens sont sans doute dans des États qui n'ont pas encore adhéré face à l'euroscepticisme actuel. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est donc à la salle. Je relève éventuellement les questions. On en a 2, 3, 4. Merci à vous. Oui, j'aurais voulu, en termes géopolitiques, que les deux conférenciers nous parlent un tout petit peu des gazoducs qui passent aujourd'hui dans la mer Noire pour éviter justement l'Ukraine, donc les gazoducs russes, et de l'alliance avec à la fois la Turquie, l'Iran et le Qatar, parce que je pense que ces gazoducs, si on les prolonge, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi le Qatar qui a des liens très forts avec la Turquie. Et je trouve ça intéressant parce que historiquement, l'Empire ottoman et les Turcs n'étaient évidemment pas des alliés russes. Et aujourd'hui, on a des rencontres Erdogan-Poutine. Et visiblement, ils ont ouvert ces gazoducs à travers la mer Noire et vers la Roumanie et la Bulgarie. Donc est-ce qu'il y a cette tentative russe de passage sud? Quel est son poids réel? Est-ce que c'est juste de la com de Erdogan et de Poutine? Ou est-ce que ça peut véritablement déstabiliser l'Ukraine et la Pologne, qui avant était lieu de passage du gaz russe? Merci. Alors, qui souhaite répondre en priorité? Merci pour votre question. Il s'agit de quelque chose de tout à fait sérieux. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas parler aussi de Nord Stream. Je pense qu'il y a effectivement un contexte gazier qui est assez compliqué actuellement, où à la fois les contrats de transit entre la Russie et l'Ukraine doivent être renégociés en 2019, donc il ne reste plus que 9 mois. En parallèle, nous avons la construction de Nord Stream 2 pour augmenter la capacité de livraison directe entre la Russie et l'Allemagne au nord, qui doit aussi s'achever quelque part vers la fin 2019. La communauté européenne, il faut quand même le noter, qui, alors dans le détail c'est assez compliqué, mais qui actuellement fait des efforts significatifs pour remettre la main sur le dossier du gaz et la garantie des conditions de libre concurrence, en particulier sur Nord Stream 2. Et effectivement, comme vous l'avez dit au sud, donc le Turkish Stream, qui est une autre manière effectivement de contourner l'Ukraine. Et donc, bon, ce dossier a des aspects économiques. À quel prix doit se passer le transit du gaz? Il a également des aspects politiques et stratégiques, puisque du moment que le gaz ne passe plus par l'Ukraine, ça contribue à diminuer sa significativité stratégique, évidemment. Sachant que pour ce qui concerne la Turquie,
Il y a un point qu'il faut mentionner aussi, à mon avis, c'est la concurrence entre Turquie et Grèce sur ce qui concerne les approvisionnements en gaz qui viennent de la zone Israël-Égypte, Chypre. Donc on a en fait un jeu assez compliqué sur lequel on ne peut pas aller beaucoup plus loin pour le moment, mais qui fait effectivement que la Turquie est un acteur majeur. Si on compte en plus les gazoducs, le gaz qui vient du Caucase et d'Asie centrale. Donc effectivement, la Turquie est un hub particulièrement critique par les temps qui courent. J'ai plusieurs remarques. Déjà, l'Ukraine est un État en faillite avéré, du fait qu'il ne reçoit plus l'argent du transit du gaz russe, qu'il vit sous perfusion de l'Union européenne et des États-Unis. Ensuite, ce qui me gêne un peu dans cette vision un petit peu antagoniste vis-à-vis de la Russie, c'est qu'en fait, en 89, on a abattu un mur et qu'on le redresse actuellement en antagonisant la Russie. Et qu'on pourrait éventuellement considérer la Russie comme une zone de plaque tournante entre les USA, la Chine et le reste de l'Asie. Et donc, pour moi, dresser des murs, c'est ce que fait Trump. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser. Et, voilà. Faut-il nécessairement diaboliser la position russe, pour le dire de manière provocatrice ? Sur la position russe, on pourrait répondre assez longuement. Pour faire bref, il est de fait, la Russie perçoit cette menace d'un endiguement, de la poursuite du containment, en réalité contre elle. Elle analyse que l'OTAN est le volet militaire de l'Union européenne, ou que l'Union européenne n'est que le volet civil de l'OTAN, que les deux vont ensemble et que les deux sont tournés contre elle. A priori, les sources qui ont été diffusées l'an dernier confirment que les Américains avaient promis par oral qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN sur les anciens pays de l'URSS. Ça n'a jamais été formalisé dans le traité, mais ça avait été promis. Les sources américaines qui ont été déclassifiées l'an dernier semblent confirmer que cette promesse avait été faite à Gorbatchev. À partir de là, les Russes ne voient pas pourquoi l'OTAN, qui avait été construit contre l'URSS, devrait s'étendre. Pourquoi l'Union européenne, qu'ils estiment financée et soutenue par les États-Unis et par l'OTAN, devrait s'étendre déjà sur les États baltes et encore moins sur l'Ukraine et la Géorgie. Donc très concrètement, vous avez une Russie qui se sent assiégée, un peu comme une forteresse assiégée, dans une logique de guerre froide. Pourquoi elle se sent comme ça ? Parce que l'Union européenne a été sans doute maladroite à un certain moment, parce qu'il y a aussi un raidissement du pouvoir russe. Les torts ne sont pas que d'un côté. C'est pas l'Union européenne uniquement qui édifie des murs. C'est pas la Russie qui se sent persécutée de manière paranoïaque non plus. Il y a un petit peu des deux dans ces politiques-là, et c'est très dommage. Je suis d'accord avec vous. Oui. Pour revenir sur cette question. Bon, personne ici n'a parlé d'ériger des murs. Si vous revenez à ma conclusion, j'ai insisté au contraire sur la nécessité de maintenir un dialogue dans des conditions diplomatiques qui sont compliquées, pour des raisons diplomatiques d'intérêt bien compris. Bon, pour ce qui concerne l'Ukraine, je crois que on a une vraie difficulté, et je tiens à vous mettre en garde sur ce plan-là, on a une vraie difficulté à prendre l'existence de l'Ukraine au sérieux en France. Je suis assez placé pour en parler. Il s'agit clairement d'un État qui fonctionne dans des conditions compliquées. Là aussi, je suis placé pour en parler. Il faut se départir d'un certain nombre d'idées. D'une part, il faut éviter de voir le verre uniquement à moitié vide. Il est aussi partiellement à moitié plein. En particulier, si on regarde les réformes en Ukraine continuent de progresser pour des raisons qui sont essentiellement liées à la dynamique sociale, une demande sociale de réforme qui est importante, et d'un autre côté la pression du FMI, qui est le genre de choses qu'on peut difficilement éviter. Donc des réformes qui progressent effectivement. Si on regarde l'état de l'armée ukrainienne sous la pression de la Russie,
s'est significativement modernisé depuis 2015. Et un dernier point sur lequel il faut... Donc vous avez un État qui existe. Je pense que c'est un point qu'il est important d'avoir à l'esprit et qui nous oblige vraiment à remettre en cause, donc, pour une fois, nos cadres mentaux. C'est-à-dire qu'on a facilement en France l'idée de peuples mineurs sous la tutelle du grand frère russe. C'est très bien vu ça en France. Mais le problème, c'est que c'est l'un des points sur lesquels je suis passé trop rapidement peut-être dans ma conclusion. La logique que l'on observe aujourd'hui non seulement en Ukraine, mais aussi en Arménie, mais aussi au Kazakhstan, mais aussi en Biélorussie, c'est celle d'une divergence progressive à l'intérieur de l'espace post-soviétique. Si vous prenez le Kazakhstan, vous avez eu l'an dernier une passe d'armes assez feutrée mais assez sérieuse entre la Russie et le Kazakhstan, puisque le Kazakhstan n'a pas voté une résolution concernant la Syrie qui était supportée par la Russie à l'ONU. Dans le contexte des relations russo-kazakhs, ça s'est remarqué. Vous avez des signes comme ça. Vous avez l'Arménie. L'Arménie, effectivement, est stratégiquement un petit peu surdéterminée, parce qu'elle est entourée par les Azéris et les Turcs. Donc, effectivement, avoir un lien fort avec la Russie, c'est important pour elle. Mais d'un autre côté, vous avez eu l'an dernier quelque chose qui ressemble à une révolution de couleur en Arménie, qui est fondamentalement, encore une fois, une question de contestation, de sortie, de tentative de sortie du marasme post-soviétique, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille se limiter à considérer l'Ukraine comme un État failli. On peut aussi se poser la question d'un possible succès des réformes en Ukraine. Ça prendra du temps. Clairement, au bout de 5 ans, on ne voit peut-être pas encore grand-chose. Peut-être que dans 5 ans, on verra quelque chose. C'est un point sur lequel on peut essayer de réfléchir aussi. Alors, on a peut-être le temps pour une ultime question. Malheureusement, le temps est compté. Le micro était parti derrière. On va voir. Essayons de faire le plus court possible. Oui, bonjour. Bernard Ettel, je suis professeur de géographie politique à l'Université d'Artois, dans le nord de la France. J'aurais 2 questions. La première, vous nous avez présenté l'Union européenne comme un bloc plutôt unifié. Est-ce qu'il n'y a pas des positions différentes à l'intérieur de l'Union européenne? Est-ce qu'on pourrait avoir une idée peut-être des principales tendances des relations à la Russie? Et puis la deuxième, c'est à propos de l'instrument européen de voisinage. Est-ce qu'il tient toujours lieu de politique actuellement de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas une réorientation ou une recomposition en vue, notamment pour la période 2021-2027? Peut-être une réponse de chaque intervenant très rapidement. Oui, donc sur les positions à l'intérieur de l'Union européenne, évidemment, elles sont, comme vous l'imaginez, assez hétérogènes, liées en particulier à l'histoire. C'est-à-dire que, évidemment, les Polonais et les Lituaniens ont eu, au XXe siècle en particulier, mais pas seulement, une certaine expérience de ce qu'il faut bien appeler la botte russe. Donc ça contribue évidemment à orienter leur perception avec la Russie. Et du reste, les derniers développements ne contribuent pas à calmer ce type de syndrome. Vous avez, je dirais, les grands États qui... Pour risquer une classification rapide, les grands États comme la France et l'Allemagne qui sont un petit peu entre, d'un côté, la question de cette interdépendance. On voit bien que les Allemands sont très ambigus par rapport à Nord Stream 2 parce que, par ailleurs, ils ont décidé d'abandonner le nucléaire et donc, pour le faire très vite, ils ont besoin de gaz. Bon, la France aussi. Donc, vous avez d'autres pays qui sont encore généralement situés au sud, qui sont plus indifférents et plus ouverts en fait sur la Méditerranée, quoi, pour tenter une classification rapide. Je passe le micro à toi. Quelques mots ultimes sur la politique de voisinage. Oui, sur la politique européenne de voisinage, il va sans doute y avoir une réorientation à partir du nouveau budget européen. Le problème principal, c'est que ce n'est pas la priorité actuelle de l'Union européenne, qui est
en train de gérer un Brexit en plein milieu d'un budget, puisque le Brexit ne se fait pas en 2014 ou en 2020 sur une fin de budget, mais au plein milieu, il est en train d'être repoussé. Il a fallu 2 ans de négociations. On ne sait pas comment remplacer la contribution du Royaume-Uni, qui, même s'il avait son rabais britannique, rapportait quand même un certain nombre de choses à l'Union européenne. Et donc, dans ce contexte-là, la priorité de l'Union européenne en termes de budget, c'est surtout de voir ce qu'on peut faire pour les principaux programmes européens à destination des pays de l'Union européenne déjà, avant de s'occuper d'un budget qui, je vous l'ai dit, 15 milliards d'euros est relativement significatif pour les États en question. En revanche, qui est relativement faible à l'échelle de l'Union européenne et qui est beaucoup moins stratégique que la crise interne de l'Union européenne. Donc ça va sans doute revenir sur le devant de l'actualité à partir de 2020, quand la question du Brexit sera sans doute résolue d'ici là. Mais en attendant, toute l'Union européenne est focalisée là-dessus et la politique européenne de voisinage, elle évoluera sans doute, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. C'est sans doute sur cette question suspensive du Brexit qu'on va pouvoir prolonger les discussions au cours des conférences suivantes. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Excellente suite de festival. À bientôt.